beau avec le temps, qu'est-ce que c'est beau. Et en plus il y a de la mer, je sais pas si vous l'avez vu. Il y avait un bateau là qui pêchait. Et une des particularités ici, c'est qu'on a vu sur Bellara quand elle se lève. En fait, là, c'est la plus grosse vague d'Europe. En fait, bon, maintenant il y en a une au Portugal qui a été recensée à 27 mètres, je crois, cette année. Mais dans le meilleur des cas, 2 fois par an, se lève en fait quasiment au niveau du petit bateau. Je sais pas si vous voyez, il y a le petit bateau et dans son axe il y a une petite traînée. Comme une traînée d'huile, il s'en est pas, mais Bellara claque dans l'angle là-bas. Et c'est une vague qui a été sortie pour la première fois, c'était en 2002, et elle a atteint 23 mètres. Donc Chaque année, c'est impressionnant. Non, il faut des conditions très particulières. Mais c'est un hasard de la voir Ça, alors. c'est les terres que je loue à la mairie du Rugne. Et en fait, la mairie du Rugne, Là, on est sur la commune de on est sur la commune du Rugne et le village du Rugne est de l'autre côté de ces bâtiments. Alors, ces bâtiments, c'est pas une ferme apicole, hein. C'est la colonie vacances de la Poste. Ouais, c'est des bungalows. Et en fait, alors toute cette partie, là, à partir de cette route, est en zone de préemption automatique depuis le rond-point qu'on a pris tout à l'heure du conservatoire du littoral. Donc toute cette zone est protégée jusqu'à le domaine d'Abadia, en fait, qui est là-bas. En rentrant un peu dans les vignes, on va le voir avec le château construit par Viollet-le-Duc qui est sur la crête. Et toute cette partie ici, là, cette crête, jusqu'à l'autre côté, on a environ 300 hectares qui appartiennent à la mairie et qu'ils donnent en location aux agriculteurs. Donc c'est assez particulier. Il y a combien d'hectares de vignes déjà? Alors moi j'en ai 2 plantés ici, ça fait 0,8 sur l'autre parcelle et celle-là fait 1,2 hectare. Voilà, avec 2 orientations. La Rune, pour nous la mer en fait est au nord, parce qu'on est déjà dans le Lens. Alors je ne sais pas si vous voyez la carte de France avec les Landes qui est comme ça. Et Saint-Jean-de-Luz c'est déjà dans les selles du Pouce. Donc on a la mer au nord et la Rune qui est au sud. Donc on a cette parcelle là qui est plein ouest et l'autre qui est plein sud. Et ça tombe bien parce que donc ça a permis de planter les rangs dans le sens des vents dominants et aussi dans le sens de la pente. Comme ça on n'a pas de rétention d'eau. Et on va avancer un peu comme ça vous allez voir. Henri, qui est venu il n'y a pas longtemps. Donc on est en enherbement massif et total, et même en hyper enherbement. Et encore là c'est tendu pour nous. Voyez, emmerdement. Aussi. Et ça, c'est de la vigne qui est plantée depuis combien de temps? Celle-là elle a 2 ans. Et alors on va rentrer un peu plus loin en fait. Pour vous. Elle a 2 ans mais elle a une taille colossale. Mais elle donne pas encore. Si, elle a eu son premier millésime cette année. Et elle a une taille de vigne de 4 ans environ. Et elle est sans engrais, sans rien en fait. Elle est gavée de soleil parce qu'on a une chance en fait, une grosse particularité. C'est qu'on a la chaîne des Pyrénées qui commence ici et qui fuit. Et du coup on a le soleil qui se lève à l'est là et qui se couche à l'ouest. Donc on a une durée totale de jours. On a toute la course. Et on a en plus un autre effet qui est la réverbération de l'eau. Ouais. Et comme nous en bord de mer, on bronze plus sans même s'étendre. Donc pour la photosynthèse, c'est parfait. Et alors je l'ai dit un peu hier à certains, on a aussi une particularité sur cette corniche qui est avec la protection des Pyrénées ici, plus les 2 baies, on a en fait une concentration des nuages qui rentre par les entrées d'eau et qui va se tasser sur le piémont pyrénéen. Donc globalement ici, nous les seuls nuages qui arrosent ces parcelles viennent du Cap Figuier. Alors je ne sais pas si vous voyez cette montagne là, le Jalesquibel, ça c'est l'Espagne déjà avec Fontarabie en bas et de l'autre côté c'est San Sébastien. Et au bout de Fontarabie, de cette montagne, on a un petit rocher qui dépasse qui est le Cap Figuier. Donc les seuls nuages qui arrosent ces parcelles viennent de l'axe du Cap Figuier. Tout le reste, si c'est à gauche, ça passe sur les montagnes. Et si c'est à droite, ça part directement sur Biarritz qu'on voit au fond là-bas. Donc il pleut jamais ou quoi ici? Donc ici, on a relevé, là j'avais un stagiaire de l'agro cette année, pendant 6 mois, tous les jours, on a relevé entre cette crête et la deuxième, donc le village du Rune qui est derrière, on avait 30% de pluie en moins ici.
Et entre ici et Asquin, alors qui est dans le... Alors, je ne sais pas si vous voyez le col, enfin la rune qui est là-bas, on a un col là-bas. Et entre ici et ce col, on a 50% de pluie en moins. Voilà. Donc on est, alors qu'on est qu'à 6 km à vol d'oiseau. Il y a quand même de l'hygrométrie liée peut-être. Et alors en fait, une des grosses particularités basques, c'est que c'est humide même quand il ne pleut pas. Voilà. Donc on a toujours de l'herbe, vous voyez elle est encore verte, elle ne jaunit quasiment jamais. Et l'avantage de l'humidité, ça nous emmerde à la pluie. Bah, après c'est comme ça. Hein. Voilà, et ici, moi j'ai surtout un énorme avantage, et c'est pour ça qu'au départ, quand la vigne a colonisé l'Europe depuis les Phéniciens, elle s'est répandue à travers les traits de côte, ou alors le long aussi des fleuves, à la fois pour les voies de communication, mais aussi parce qu'il y a toujours cette petite brise qu'on sent un peu, et qui est accentuée alors, au changement de marée et aussi au changement de température terre-mer. Donc que ce soit très tôt le matin ou très tard le soir, on a des inversions de vent. Et donc on a toujours une légère brise qui est entre là, on doit être à 10 km/h. Et sinon on va jusqu'à 60-70 facilement. Et donc les feuilles sèchent très vite. Donc même après une grosse pluie, au bout de 20 minutes, les feuilles sont sèches. Et donc on a très peu de contamination de mildiou. Puis l'effet de côte avec un peu de falaise, ça aide aussi. Surtout ça nous protège du sel. Du sel, Le sel est sur... Ça accélère l'effet de convection marine Peut-être. aussi. Donc ici, Idéal. alors ça c'est idéal, surtout la chance c'est que c'était libre, puisqu'il y avait un camp de gitans depuis 15 ans, et c'est des terres qui avaient été qui avaient été abandonnées par l'agriculture traditionnelle parce qu'elles sont trop pauvres en fait. Voilà. Au mieux c'est de la prairie. On va juste avancer un peu, comme ça vous verrez le bout des rangs, et là ça vous donne un peu, quand on a l'impression qu'il y a de l'herbe, mais vous voyez c'est quand même très caillouteux, rapidement. Là on n'a pas tendu depuis 4 mois. C'est quoi Ça c'est que du chardonnay. Voilà. Et donc les rangs vont jusqu'à la ferme là-bas, en bas. Et donc là vous voyez on a un panorama qui est pas mal parce qu'on a ce côté là qui est très mer, en fait très côte basque. Et de l'autre côté on est déjà dans des paysages que vous avez vus plus de l'intérieur en fait. Voilà, avec ces petites vallées. Moi au départ ça me faisait penser un peu au Piémont justement italien, ces petites vallées avec un peu, souvent parfois de la brume. Alors ici il n'y en a jamais, par contre sur Sarre ou Asquin c'est souvent très brumeux. Et vous avez le droit de faire un petit cabanon pour passer Non, l'été? et je ne veux surtout pas montrer l'exemple. Voilà, donc ça a été justement dans la source de certains de mes ennuis, c'est que je voulais un bâtiment, mais ici bien sûr ça aurait été plus simple de construire ou d'avoir un bâtiment même agricole, mais cette crête est inconstructible, donc, et tout ce que vous voyez en bas aussi est désormais inconstructible. Alors c'est l'avantage, mais c'est l'énorme piège de cette corniche, et on est la plupart des acteurs un peu impliqués aussi dans l'écologie. On se bat pour quand même maintenir une activité, et le risque des endroits inconstructibles est que tout bien immobilier prend une valeur folle, et surtout donc toutes les fermes sont intransmissibles. Et il y a un vrai en contrebas, on a les deux anciens qui avaient 84 et 86 ans qui entretenaient les terres, et on a environ 80 hectares qui depuis le printemps là, sont en avenir incertain. Et quand on voit la maison qui est en bas de ces parcelles, vous l'avez croisée dans l'endroit le plus humide qui est à 900 000 € alors qu'elle fait 110 mètres carrés et elle est à détruire, la ferme du bas elle vaut plusieurs millions d'euros à l'aise. Donc il faut trouver, c'est la grande question. Et alors moi mon projet je l'avais présenté au tout début au Conservatoire du Littoral pour expliquer en fait que cet endroit était inconstructible, soi-disant protégé, mais que malheureusement l'homme avait tendance à écarter toutes les nuisances de ses habitations. Et donc comme c'est l'endroit le moins peuplé, on a, alors que pour l'urbanisation privée c'est interdit, on a toutes les nuisances collectives qu'on ne veut pas voir ailleurs. Donc, alors c'est pas très commercial de vous le montrer, mais on a des antennes relais qui sont là-bas. Au bas, il y a une déchetterie. Ils ont construit une station d'épuration, alors qui est quasiment enterrée, qui est très discrète, mais n'empêche que la station d'épuration des 4 communes est ici. Là, on a le Baltrap. Et donc j'avais promis à la mairie du Rhône qu'en laissant faire, cette crête qui est un des plus beaux points de vue, voire le plus beau point de vue de la côte basque, en tout cas c'est le seul aussi protégé ou non urbanisé, et aller voir un chenil et tout ce que l'humain ne voulait pas voir à côté de son habitation. Voilà. Et donc il y a une vraie volonté alors maintenant de la part de la mairie. Le problème c'est qu'il faut trouver des acteurs, et il faut trouver des projets compatibles, de rester agricole. Et cette zone là en bas, on est en site classé déjà, et on est en Natura 2000 en mer et bientôt en terre. Donc ne serait-ce moi que pour faire un fossé ou mettre une boîte de terre, il faut que je fasse des papiers à la mairie, et on a une commission qui se réunit tous les 6 mois.
à Paris. Et Donc, où est-ce que tu peux étendre ta vie? alors, moi je brigue, mais ça Henri va arrêter de filmer. Ce terrain-là. Mais là, Bien exposé là. ou alors tu vas pas tout viser. Il a le droit, le gars, le vélo là Il est à la retraite et il devrait légalement me céder. On les tire dessus. Il va falloir qu'il le fasse, ou là on va le forcer à le faire. Sinon après derrière, Ah, il y a c'est une grande tente c'est ton de côté 2 basque. hectares 5. Ton côté basque C'est que je qui suis parle. jeune agriculteur et que les jeunes agriculteurs sont prioritaires sur toute mutation ou tout changement de destination de terrain. Donc, Tu voilà. l'amènes à la ferme des canards et tu le gaves. J'attends aussi de voir le résultat de ce premier millésime. Et là, j'ai la mairie par exemple qui m'a proposé ce terrain-là, qui était agricole jusqu'en 78, qui a été donné en fermage à un Espagnol qui n'a jamais entretenu et donc qui est parti en friche. Alors j'ai beaucoup de boulot dessus, il va falloir au moins. Là où il y a le petit bois là. Mais là, on a au moins 2 hectares possibles sur la même orientation. Elle est pas mal. Elle est pas mal. En fait, ici, du fait de la course du soleil, l'orientation joue peu. Enfin, joue moins qu'ailleurs. Et puis là, ça me permettrait d'avoir une unité quasiment d'un seul tenant avec le tout. Parce que ce que je vise, c'est d'être à 7 hectares, grand maximum. Parce que 7 hectares, c'est la taille humaine raisonnable et mécanisable pour une petite exploitation. Après, l'autre effet seuil, c'est 17 hectares. Et donc là, ça serait vraiment déraisonnable tant que je suis une propriété isolée. Parce qu'on n'a aucun voisin qui peut nous prêter du matériel adapté. Donc, par contre, moi, rester sur mon unité d'exploitation à 7 hectares, et l'idée, c'est des agriculteurs, typiquement ceux qui font pour l'instant que de la prairie ou même des productions à très faible valeur ajoutée, leur proposer de faire 1 à 2 hectares de raisin, ça ils sauront faire, et moi m'engager à leur acheter le raisin. Voilà. Et puis j'ai un centre de vinification dans lequel on va aller, qui est performant et qui peut vinifier jusqu'à 20 hectares de capacité. Donc, alors on a essayé de s'organiser un peu intelligemment. Par contre, comme ici l'espace est cher et compté, moi dès le départ je me suis organisé avec un viticulteur d'Irouléguy, Brana, qui a des chais climatisés. Et donc tous les lots qui sont prêts, qui sont habillés, prêts à être commercialisés, partent chez lui. Et c'est lui qui fait la plateforme de dispatchage, parce que sur la côte basque, alors en cette saison ça circule, mais l'été il faut vraiment un service de livraison spécialisé. Faut livrer la nuit. Et comme l'espace est cher, les restaurants n'ont pas de réserve, donc ils commandent au coup par coup. Voilà, donc c'est toute une logistique, et c'est peut-être aussi pour ça que les Basques sont devenus très forts en transport. C'est qu'il faut, en plus de l'effet frontière, il faut quand même s'adapter à cet environnement qui parfois est très, très engorgé.